Bonjour tout le monde, ma capsule d'aujourd'hui va porter sur la pertinence et la nécessité d'atteindre l'échec musculaire dans l'entraînement dans un but d'hypertrophie. Donc, on voit beaucoup la tendance sur les réseaux sociaux là, comme TikTok, Instagram, à rechercher à tout prix l'échec musculaire. Mais est-ce que c'est vraiment la recette miracle d'hypertrophie? Donc, après avoir lu plusieurs articles, j'ai pris une revue systématique qui a recensé un total de 15 articles sur le sujet. L'objectif de la revue, c'était dans le fond de déterminer l'influence de l'entraînement jusqu'à l'échec musculaire sur l'hypertrophie. Donc, comme vous savez, en entraînement, on peut entraîner l'hypertrophie, dans le fond, pour avoir un plus grand volume de nos fibres musculaires et ainsi augmenter la surface de nos muscles. L'échec musculaire, par définition, c'est quand un individu ne peut pas compléter la portion qui est concentrique de son mouvement après un certain nombre de répétitions. Donc, la théorie qui circule ces temps-ci, ce serait que, dans le fond, si on s'entraîne à l'échec musculaire, on serait exposé davantage à plus de fibres musculaires et donc plus de tension mécanique, ce qui optimiserait nos gains en hypertrophie. Dans le fond, ça ferait qu'on aurait un plus grand volume total et donc il y aurait plus de fibres de type 2 qui seraient activées. Le problème là-dedans, c'est que cette augmentation de volume-là et de tension, elle va aussi augmenter la fatigue musculaire. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'atteinte de l'échec et la presque atteinte de l'échec? Est-ce que l'ajout de la fatigue neuromusculaire causée par l'atteinte ou la presque atteinte va avoir un impact sur le volume total de la session ou cumulatif des semaines? C'est ce que je vais vous montrer avec l'étude. Donc, dans le fond, ils ont pris les 15 articles et sous certains critères, donc adultes en santé, bien entraînés, ils ont évalué 3 groupes différents. Dans le fond, ils ont regroupé ça en 3 thèmes. Le thème A, c'est tous ceux qui atteignaient l'échec à un certain point, mais ce n'était pas défini. Le groupe B, il y avait vraiment la définition, dans le fond, de l'échec dedans. Et le groupe C, c'est tous ceux qui étaient en lien avec la vitesse, donc vraiment avec la vélocité du mouvement. L'étude a conclu qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage à se rendre jusqu'à l'échec, sauf avec quelques conditions que je vais vous montrer plus tard. Donc, à la fois avec le tableau, vous pouvez voir vraiment qu'il n'y a pas de différence qui est significative entre l'échec et la non-échec. Donc, je vous montre le graphique juste là, qui est une courbe qui est non linéaire. Donc, entre l'échec musculaire et le gain en hypertrophie, la relation n'est pas linéaire. Vous voyez que dans le premier point, si vous allez comme le point le plus à gauche, à faible perte de vitesse, donc si on est à moins de 20% de perte, il n'y a pas vraiment de gain en hypertrophie. Si on y va avec une vitesse, une perte un peu plus importante, donc entre 20 et 25%, quand on se rapproche de l'échec, là, les gains en hypertrophie sont plus optimisés. Si vous allez au plus haut point du graphique, donc à la plus basse vitesse, à l'échec musculaire, on voit qu'elle va redescendre un petit peu au même point qu'avant d'avoir atteint l'échec. Ce qu'on peut comprendre par ça, dans le fond, c'est que de se rendre à l'échec, ça va engendrer, oui, une plus haute fatigue neuromusculaire pour, au final, produire pas vraiment de différence significative entre les gains en hypertrophie. Ce qui est vraiment recommandé, selon l'étude, c'est d'avoir une perte entre 40 et 50%, donc pas de se rendre à l'échec, qui va générer trop de fatigue et pas plus d'adaptation. Pourquoi? Dans le fond, c'est que la fatigue neuromusculaire, comme vous savez, elle augmente à l'approche de l'échec, ce qui va exposer votre muscle à plus de tension mécanique. Donc, il y aurait plus de fibres de type 2 qui seraient activées, donc il y aurait un plus haut niveau de fatigue, ce qui, au final, viendrait affecter les mécanismes neurologiques centraux et réduire la force de production de vos fibres de type 2, ce qui, au final, réduirait le temps sous tension. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'après plusieurs séries, il y aurait moins de répétitions qui seraient complétées, ce qui aurait un impact sur le volume total et engendrerait moins d'hypertrophie, ce qui est complètement l'inverse de la théorie et de ce qui est recherché. Donc, l'étude a conclu en disant que justement, ce ne serait pas avantageux nécessairement de se rendre à l'échec pour l'hypertrophie. Par contre, il n'y a vraiment pas de consensus clair encore. Il faut plus d'études pour savoir vraiment à quel niveau on pourrait l'optimiser à l'approche de l'échec. Le seul point qui était vraiment définitif pour l'avantage que l'étude a conclu, c'est par rapport aux charges qui étaient faibles. Donc, quand on était à moins de 50% de notre maximum, là, ce serait avantageux d'atteindre l'échec. Pourquoi? Dans le fond, c'est que souvent, les gens ils avaient tendance à sous-estimer leur atteinte de l'échec comparativement à des charges qui étaient élevées, donc qui étaient associées avec plus d'inconfort. Donc là, il y aurait un avantage, mais sinon, vraiment, plus d'études sont nécessaires. Donc, concrètement, ce que ça nous dit, ça, dans notre pratique, c'est que l'idéal, c'est vraiment de se rendre près de l'échec sans l'atteindre à chaque fois. Donc, si on prend notre athlète et on l'amène près de l'échec, puis qu'à la fin de la semaine, notre volume est entre 12 et 20 séries, c'est vraiment plus optimal que de toujours se rendre à l'échec puis de risquer de fatiguer l'athlète inutilement pour, au final, baisser le volume total de la semaine.
Une bonne façon d'appliquer l'échec, c'est de le faire vraiment combiné à la non-échec et non de prendre par exemple, une séance d'échec, une séance de non-échec. Donc, on ne veut pas diviser les entraînements ensemble. Fait que, par exemple, on va avoir la majorité des exercices sous l'échec, mais de prendre soit la dernière série ou la dernière répétition de groupe musculaire, ou que là, on va atteindre l'échec. Donc, on va comme ça limiter l'accumulation de la fatigue neuromusculaire tout en maintenant l'athlète avec un bon niveau de tension mécanique. Concrètement, comme je l'ai dit, ça peut se faire, mais il faut qu'on priorise certains points. Donc, on veut avoir des exercices idéalement qui sont peu complexes et qui seraient associés avec peu de fatigue. Donc, par exemple, on veut prendre des articulations qui sont simples, par exemple seulement le coude pour un bicep curl en anglais ou flexion des coudes ou le leg extension qui est le développé de jambes, ou qu'on va juste cibler soit le coude, soit le genou comparativement à si je prendrais un squat qui viendrait solliciter l'articulation de la hanche, du genou ou de la cheville. Sinon, on veut aussi que ce soit idéalement sur des machines, donc qui sont beaucoup plus simples pour amener l'athlète à l'échec. Donc, par exemple, de le faire sur un hack squat et non si je prendrais une extension des coudes, que là, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de coordination et de stabilisation. C'est pas optimal pour notre athlète. Le dernier point qu'il conseille par rapport à l'échec, c'est de prendre un exercice aussi qui ne demande pas au niveau cardiovasculaire. Donc, par exemple, y aller avec un développé pectoral couché et non de prendre un deadlift qui va vraiment solliciter plus l'aptitude aérobie de l'athlète et donc pas être optimal au niveau de sa fatigue et de la complexité. Donc, je conclue en remerciant nos partenaires.